Nous sommes toujours en direct du Palais Brognard pour poursuivre les interviews sur le plateau TV de l'AM Tech Day et donner toute la journée la parole à des experts. Chaque année, nous avons l'habitude de faire le point avec l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques, partenaire de l'événement, sur les avancées du marché des cryptos. J'ai donc le plaisir d'accueillir son président, Stanislas Barthélémy. Stanislas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau président de l'ADAN, nommé il y a 7 mois. Quelles sont vos ambitions et les sujets sur lesquels vous allez concentrer vos efforts? Déjà, on voit que les cryptos continuent à arriver dans la société avec de plus en plus de détenteurs et même une actualité très, on va dire, géopolitique. Les États-Unis qui vont à fond, qui poussent, on va dire, qui sont plein gaz. Nous, l'objectif qu'on a, c'est de reposer la question de cadres juridiques qui sont déjà existants. Je songe par exemple à MiCA, on voit que si ou là, que ce soit des régulateurs ou même des députés européens, ils posent la question de savoir est-ce qu'il faut faire un MiCA 2. Nous, on a envie de s'y préparer et d'avoir des recommandations très claires sur ce qu'est la finance décentralisée, ce qu'est le staking, ce que sont les stablecoins par exemple. Et l'ambition, c'est aussi, vu que les supports d'investissement évoluent, on voit qu'en France notamment, les ETF se développent de plus en plus et qu'il y a maintenant un intérêt de la part des asset managers. Ça vient aussi des États-Unis, mais des asset managers maintenant européens qui veulent y aller. Donc nous, on a envie de participer à ces débats-là et éclairer aussi ce sujet pour que les ETN, Bitcoin, puissent se distribuer plus facilement. Alors vous suivez de près le marché des cryptos. Comment se porte le marché? Avez-vous quelques chiffres à nous partager? Bien sûr. Alors, deux côtés. Si on commence par la demande d'abord, ce qui est toujours le plus intéressant avec le nombre d'investisseurs, chaque année, l'ADAN publie avec Ipsos une étude qui permet de quantifier le nombre de détenteurs en France, mais même en Europe, dans 4 autres pays. La conclusion, c'est qu'on se situe toujours entre 10 et 15% de détention. Et une statistique qui est vraiment intéressante, c'est le nombre d'intentionnistes. Et ce nombre d'intentionnistes, c'est environ 30% des Français adultes qui déclarent être intéressés à acheter de la crypto dans un futur proche. Alors, acheter de la crypto dans un futur proche, ça ne veut pas dire qu'il y aura mécaniquement un mécanisme d'achat et ils vont passer le pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on fait un peu de mathématiques sondagières, 30% d'intentionnistes plus 15% de détenteurs ou d'anciens détenteurs, ça fait presque un adulte sur deux qui a de l'intérêt pour la classe active des cryptos. Maintenant, la question, c'est via quel support? On peut les acheter en direct via des intermédiaires crypto. Maintenant, les banques s'y mettent. Ça peut être aussi via des ETN Bitcoin. On a vu qu'il y a quelques distributeurs qui commencent maintenant à rendre ça, on va dire, plus accessible. Et alors vous me parliez aussi de la mise en conformité à MiCA et son impact sur l'offre. Est-ce que c'est les plus petits acteurs qui peuvent être en difficulté? Alors oui, j'ai envie de dire que quand on regarde MiCA et qu'il y a beaucoup du cadre traditionnel qu'on applique dans le monde des cryptos, mais ce qui est, on va dire, assez logique parce qu'il y a une forme de convergence entre les acteurs crypto, ça devient une nouvelle classe d'actifs, donc il faut les réguler comme d'autres, tout en prenant en compte quand même des spécificités qui sont propres à la crypto. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a par exemple en France une dizaine maintenant de ce qu'on appelle PSCA ou CASP, c'est-à-dire prestataires de services sur cryptoactifs, et qu'on a autant des petits acteurs cryptonatifs que des banques. Et c'est, je pense, une fierté pour la France d'avoir aussi cette double typologie d'acteurs, ce qui n'est pas forcément vrai dans d'autres pays européens, même si les CASP, enfin les PSCA ont tardé à arriver en France. On peut vraiment se féliciter de cette double typologie. Et évidemment que c'est quand on est une banque ou un asset manager ou un dépositaire, c'est plus facile d'aller vers MiCA que quand on est une petite structure qui s'est constituée il y a 3-4 ans et où il y a 15-20 salariés. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il faut que ces entreprises trouvent leur marché et il y en a un certain nombre qui le trouvent. Alors, en effet, les banques prennent de plus en plus en main le sujet. Pourtant, on sait que le fonctionnement de la crypto-monnaie et de la finance traditionnelle est assez différent. En crypto, on a cette notion d'anonymisation, ou en tout cas d'usage de pseudo. Est-ce que les deux mondes sont compatibles et sur quel atout la crypto peut compter pour se démarquer, selon vous? Effectivement, il y a deux choses. C'est la manière dont on se procure et qu'on conserve de la crypto. Et puis après, il y a le fonctionnement intrinsèque de ce qu'on appelle les blockchains, c'est l'infrastructure qui permettent de faire le transfert de valeur. Et par ailleurs, les cryptos permettent de sécuriser, je schématise, mais qui permettent de sécuriser cette infrastructure. Donc la blockchain fonctionne de manière ouverte et transparente, n'importe qui peut s'y connecter, on n'a pas besoin d'intermédiaires. Mais la réalité, c'est que pour se procurer des cryptos et rentrer dans ce monde, on a besoin quand même d'intermédiaires. Donc la compatibilité, elle se situe à ce niveau. Et j'ajoute qu'on peut détenir soi-même de la crypto avec une application mobile, un portefeuille, être soi-même détenteur, ce qui est nouveau. C'est là où vous avez raison de dire qu'il y a des spécificités. Mais en réalité, détenir soi-même sa crypto, ça comporte quand même certains risques pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir une hygiène informatique, d'avoir quelques procédures de cyber. C'est là qu'il y a des intermédiaires qui se sont créés. D'abord des intermédiaires cryptonatifs, Coinbase, Binance, Bitstack, CoinHouse, etc., pour citer quelques acteurs français et étrangers en premier lieu. Et ensuite, maintenant, les banques peuvent y aller parce qu'on évoquait MiCA tout à l'heure.
un cadre réglementaire européen qui définit ce que sont les cryptos, quelles exigences, comment on peut les distribuer, apporte assez de clarté pour que les banques puissent s'insérer dans ce marché. Et ce qui est intéressant, pour rebondir sur l'étude que je citais tout à l'heure, Adan Ipsos, c'est qu'on voit que même chez les détenteurs de crypto, et surtout chez les intentionnistes, il y a le besoin d'avoir des intermédiaires qui soient aussi, on va dire, qui ont des décennies, voire des centaines d'années d'existence. Pourquoi ? Parce que le métier de la banque, c'est d'être un intermédiaire sécurisé pour permettre des transactions. C'est très simpliste ce que je dis, mais dans le monde crypto, il y a ce besoin aussi de pouvoir, par exemple, sécuriser de la crypto. Alors, on sécurise de la crypto différemment que des titres. Pas beaucoup de dépositaires dans l'événement aujourd'hui, mais c'est la même fonction que de conserver. Donc, technologiquement, c'est différent, mais c'est la même fonction. Donc, d'où des banques qui se disent, je vais commencer à conserver et à permettre à mes clients de s'exposer. On parlait des ETN Bitcoin, mais même par de la crypto en direct, parce que c'est un tiers de confiance. Et les banques, les asset managers y vont parce qu'il y a ce cadre réglementaire et maintenant cette demande. Et juste un petit point aussi, quand on parlait d'anonymat sur les blockchains, c'est plutôt du pseudonymat en réalité, ce qui pose pas mal de questions d'ailleurs de réglementation. C'est-à-dire que je peux détenir moi-même ma crypto avec un pseudo. Si demain je veux la déposer chez un intermédiaire, que ce soit un intermédiaire bancaire ou crypto-natif, il va falloir respecter des règles comme par exemple la travel rule, c'est-à-dire identifier les contreparties. Donc il y a des spécificités technologiques qui existent, qui fait que c'est pas si simple que ça d'offrir la crypto, mais c'est possible et la preuve, moult annonces de banques qui y vont, qu'elles soient françaises, européennes ou maintenant internationales. Et alors justement, sur les atouts de la crypto, vous me parliez de géographie et du fait qu'il y avait autant d'usages que de géographie. Il y a des points sur lesquels on ne pense pas forcément à la crypto. Oui, c'est une notion que j'aime bien de dire qu'il y a autant d'usages que de géographie, parce que nous, on est dans un pays qui est relativement stable, il y a un peu d'inflation, mais c'est vivable, entre guillemets, ce qui fait que le rapport qu'on a en Europe, et c'est aussi quantifié, ça se voit dans l'étude Adan Ipsos, c'est plutôt un support d'investissement. C'est-à-dire que les gens s'exposent à Bitcoin en se disant c'est un or numérique, c'est une nouvelle classe d'actifs. Par contre, si on est en Turquie, en Argentine ou certains pays africains où il y a une inflation qui est très forte et des monnaies qui sont déstabilisées ou qui subissent une grande inflation, parfois du 20-30% mensuel, la crypto, alors quand je dis crypto, il faudrait que je précise, c'est Bitcoin et des stablecoins peuvent devenir des alternatives. Et le calcul est assez simple. Si à la fin du mois, on peut convertir ça en dollars ou en Bitcoin, là où la monnaie va prendre 20% d'inflation, donc le pouvoir d'achat est attaqué, on sent tout de suite cette notion de classe d'actifs un peu alternative. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une vision très monolithique de ce qu'est Bitcoin et comment il est adopté. En réalité, il y a autant, c'est bateau ce que je veux dire, mais autant d'usages que de personnes qui ont du Bitcoin. Alors on entend parler de la volonté de certaines banques européennes de créer un stablecoin d'ici 2026. Quel rôle les banques et les acteurs de la finance peuvent avoir dans la montée en puissance des actifs numériques, que ce soit en termes de produits, de distribution ? Alors le sujet du stablecoin est un sujet à part entière, qu'on peut presque un peu décorréler de la crypto, même si ça vient de la crypto. C'est-à-dire que le stablecoin, c'est représenter une monnaie fiat sur infrastructure blockchain. Et donc par conséquent, on peut donner à cette monnaie fiat sur blockchain qu'on appelle stablecoin des caractéristiques qui sont intéressantes, c'est-à-dire envoyer de la valeur 24/7 à moindre frais à l'autre bout du monde et même faire des transactions atomiques, c'est-à-dire acheter, donc avec cette pas de cash, avec du stablecoin, des actifs tokenisés, que ce soit des fonds monétaires tokenisés, demain des stocks, des actions, etc. Mais ce qui est intéressant sur le stablecoin, c'est qu'on voit que ça quitte un peu l'ornière du domaine crypto, parce que donner des caractéristiques de cash management où je peux mouvementer des fonds 24/7 sans cut-off, ça transforme un peu la manière dont on échange de la valeur. Et le règlement MiCA qui définit ce que sont les stablecoins aussi leur confère ce cadre qui crée un intérêt maintenant de la part des banques, avec plein de petits détails techniques et de questions encore à se poser, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des consortiums qui naissent, parce qu'un stablecoin n'est pas forcément égal à un autre, et donc il y a un peu un enjeu, plutôt que d'avoir autant de banques que de stablecoins, d'avoir des rassemblements de banques autour de consortiums. Il y en a un qui a été annoncé publiquement il y a quelques temps autour d'ING, et maintenant il y a une dizaine de banques, avec Raiffeisen, Nogdansk, KXA, Unicredit, etc. Pareil, il y a un communiqué de BNP qui parlait travailler de manière exploratoire même des deux côtés de l'Atlantique, avec Santander en Espagne, mais aussi avec des banques américaines de premier ordre. Et donc ce qu'on voit maintenant, c'est la course au stablecoin, quel consortium va l'emporter, lequel va être en production et lequel aura de plus grandes ambitions. Parce qu'après, c'est des cas d'usage qui vont... C'est là où je disais que ça sort un peu de la crypto. C'est qu'aujourd'hui, les stablecoins, c'est 95% des volumes pour du crypto trading. Ce qu'on voit, c'est que ça commence à descendre maintenant un peu sur du paiement, un peu sur, par exemple, envoyer de l'argent aux diaspora à l'autre bout du monde. Et donc de toucher vraiment à des cas d'usage qui sont très réels. D'où un intérêt de la part des banques.
On parle beaucoup de souveraineté en ce moment. Est-ce que le développement de la crypto en Europe est affecté par cette problématique? Alors, le mot souveraineté, on pourrait le définir et puis l'analyser, mais on n'a pas forcément le temps de faire un exposé très académique sur le sujet. Mais ce qui est intéressant sur le côté souveraineté, c'est que ça devient un sujet politique, le sujet des stablecoins, parce qu'aujourd'hui, la majeure partie des stablecoins qui circulent sont libellés en dollars. Il y a à peu près, je schématise, 300 milliards de dollars qui circulent sur les blockchains qui sont des représentations des monnaies fiat, et c'est 99% et demi qui sont libellés en dollars. Ce qui n'est pas mauvais. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que l'euro prenne un peu de part et contrebalance. D'où quelques blocages qu'on identifie, nous, à Dan, côté Mika, et qu'il faudrait lever. Et on voit d'ailleurs l'arrivée des banques, mais comme les acteurs crypto-natifs qui émettent des stablecoins, d'un bon oeil. C'est-à-dire qu'il y a une compétition, qu'il y ait plusieurs projets et que chacun trouve son marché et se développe. Ce serait une bonne idée. La preuve avec les propos récents du gouverneur de la Banque de France qui dit que les stablecoins, c'est une forme de monnaie privée, mais la monnaie a toujours été une sorte de partenariat public-privé. Donc ce serait bien que des banques y aillent pour mettre l'euro sur la carte des stablecoins mondiaux et faire en sorte que si on se dit que les transferts internationaux, c'est environ 20% en euros, qu'on ait à minima 20% de stablecoin en euros. Alors ça, c'est pas le gouverneur qui le dit, ça c'est moi, mais c'est un peu la suite de son raisonnement. Donc ça devient un enjeu politique. D'où après les autres sujets autour de l'euro numérique, de gros, retail, etc. Tout ça, c'est le même sujet, c'est comment on fait en sorte d'avoir des infrastructures souveraines et d'avoir des actifs aussi souverains et de faire en sorte que notre monnaie existe dans ce monde. Vous me parliez de 50 millions d'Européens qui disposaient de crypto, donc c'est aussi une affaire de volume. Oui, et c'est vrai que l'idéologie qu'on pouvait reprocher il y a quelque temps autour des cryptos s'efface un peu quand il y a 50 millions de détenteurs en Europe, et donc mécaniquement ça fait un marché qui devient intéressant. Donc c'est un gros sujet, et ça explique aussi les mouvements, que ce soit des banques, même des fintechs de Revolut qui s'installent à Paris, qui a obtenu sa licence par exemple, d'acteurs américains qui viennent attaquer le marché européen. Je pense par exemple Robinhood qui a acheté Bitstamp, qui était donc un acteur européen. Donc toujours ça permet de faire le fil avec le sujet de souveraineté avant, mais ce marché attire des appétits, ça c'est certain. Merci beaucoup Stanislas Barthélémy pour ce point précis sur les avancées et les enjeux du marché des cryptos. Merci beaucoup.